C'est parti. Eh bien, bonjour, rebonjour à tout le monde. Merci encore, Patrick, pour l'organisation d'OS Online. J'ai pu participer à des précédents et à nouveau, on est là avec Max. Donc, on est collègues ensemble chez Monaco Digital. Et le but aujourd'hui, eh bien, on sait que Microsoft 65, faut que je m'apprenne le nouveau nom, offre beaucoup de choses en standard. Donc, il y a du SharePoint, du Teams, plein de composants des web parts. Mais des fois, en tant que développeur ou en tant que chef de projet digital, on va faire appel à des entreprises pour développer des solutions vraiment fait maison, alors qu'il y a des choses sur étagère qui existent, qui ont été mises à disposition par la communauté de MVP et par Microsoft d'ailleurs. Donc c'est tout le but de cette session. On va vous présenter un certain nombre de composants qui existent, notamment créer un intranet en 2 minutes, ajouter des composants WebPart qui existent sur le marché, mettre en forme des vues. C'est notamment, vous le voyez quelquefois, on voit des documents avec des couleurs sur Teams. C'est bien, c'est grâce à des scripts qui ont été mis à dispo par la communauté PNP. Donc pour les questions, n'hésitez pas à en poser dans le chat. On va regarder le chat en même temps. Et de préférence, les questions orales sur la fin. Donc pour me présenter, je suis Jeff Angama, une dizaine d'années d'expérience initialement sur SharePoint on-premise, donc ça fait depuis SharePoint 2007. Puis maintenant avec le cloud sur Microsoft 365, donc je travaille sur tout ce qui est déploiement et gouvernance des outils Microsoft 365. Et pour étendre les usages de la plateforme, eh bien je programme. Vous retrouvez mes liens sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je partage, mon blog, Twitter et LinkedIn. Et je suis du coup avec mon collègue Max, pas à côté de moi malheureusement. Non, merci Jeff. Moi je travaille avec Jeff, j'ai le plaisir de travailler aussi avec Jeff. Pareil, ça fait 12 ans que je travaille dans le monde de SharePoint et même Microsoft 365, où c'est que je fais pareil, du déploiement, un peu de programmation, de la Power Platform, etc. Thank you. Donc au niveau sommaire, on va faire une introduction pour vous montrer le potentiel de PNP, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puis après, on vous donnera des exemples vraiment réels et d'applications, de configuration avec PNP pour le mettre en œuvre. Donc notamment, on va créer un intranet très rapidement. Pourquoi pas un intranet de news sur le Covid-19, ajouter une webpart anniversaire, appliquer des thèmes, mettre en place une application qui permet de gérer des opportunités, un peu à la Dynamics, mais dans Teams, et voir comment aussi on applique des modèles de sites. Donc, par exemple, si dans votre entreprise, vous mettez à disposition des sites SharePoint à vos employés ou des Teams, eh bien, vous pouvez, les administrateurs peuvent scripter ça pour le mettre à disposition très rapidement plutôt que le créer à la main. Et du coup, en conclusion, des petits rappels et des ressources à disposition. Donc, en introduction, qu'est-ce que PNP? PNP, ça veut dire Pattern and Practice. Donc, c'est surtout une communauté anglaise, on va dire, internationale, mais en langue anglaise, qui fournit un certain nombre d'outils et de bonnes pratiques pour étendre M365. Le but étant de ne pas réinventer la roue à chaque fois en tant que développeur ou en tant qu'administrateur. Et tout le monde apprend de chacun, partage de chacun et puis réutilise les composants. Donc ça s'adresse pas que aux développeurs, vous allez le voir dans les prochains slides. Donc un petit peu d'histoire, en fait, initialement, c'était SharePoint, le produit phare il y a quelques années. Les développeurs administrateurs partageaient beaucoup d'informations sur leur blog, puis après sur GitHub, une plateforme d'hébergement de code source. D'ailleurs, dites-moi dans le chat s'il y a des gens qui connaissent déjà PNP, histoire d'avoir une idée. Pour partager de l'information, comme aujourd'hui, on fait des conférences en webinar ou en présentiel. Et je pense que par la suite, Microsoft a voulu fédérer avec tous les MVP une communauté en ligne où on partage de l'information. Donc à ceux qui disent que Microsoft ne partage pas, eh bien c'est faux, puisque là on a l'exemple. C'est d'ailleurs la communauté où il y a le plus de partage dans toutes les technologies Microsoft. On pourrait que je retrouve les chiffres, mais il y a des centaines de personnes qui partagent, des milliers d'heures de vues sur YouTube. Donc pour qui PNP? Eh bien les power users, donc les utilisateurs avancés qui sont un petit peu geeks, on a pu le voir aujourd'hui avec Excel, les macros, finalement ça peut être des utilisateurs qui sont avancés, qui font tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir mettre en forme des vues de SharePoint ou de la vue fichier qu'on retrouve dans les Teams ou les colonnes. On va pouvoir retrouver des exemples d'intranet et on va pouvoir les appliquer sur son environnement Office 365.
Donc ça, c'est vraiment très puissant. Je vais en faire une démo par la suite. Et on a aussi des pages de contenu sur la formation à SharePoint, pourquoi créer des types de contenu, pourquoi créer des colonnes, donc pour aider les administrateurs à SharePoint à suivre les bonnes pratiques. D'ailleurs, cette partie-là est en libre de modification par tout le monde, c'est un peu comme un Wikipédia. Après, pour les développeurs, eh bien, je pense que c'est le principal public visé par cette communauté. Donc, ils vont pouvoir plus facilement créer des listes, des sites, déployer entre les environnements de dev et de production, trouver des webparts, des widgets pour leurs clients plutôt que de redévelopper de zéro. Donc ça, c'est avec SharePoint Framework. Mettre en place des applications dans Teams, pareil, plutôt qu'à partir de zéro, il y a toute une galerie gratuite. Et à nouveau, les formats de vue et de colonnes avancées. Et pour les administrateurs, eh bien, gérer aussi les sites SharePoint, déployer aussi, et gérer toute l'administration de l'environnement Office 365 avec un script qui s'appelle Office CLI. Donc ça, même quand on est sous Linux ou sous Mac, ça permet de gérer les environnements Office 365 sans forcément passer sur un Windows où il faut du PowerShell. Bon, vous inquiétez pas, on va rester haut niveau quand même. Ça va plutôt s'orienter utilisateur métier et administrateur, sans trop rentrer dans le code. Donc des exemples de ce qu'on peut faire avec PNP, comme je le disais, appliquer des intranets en quelques secondes, ajouter des webparts, scripter des créations de sites, donc simplifier le développement et accéder à de l'information de bonne pratique. Donc comment on trouve toutes ces ressources PNP? Il y a plusieurs canaux. Il y a Twitter, donc M365 PNP. Il y a un site GitHub, donc c'est github.com/PNP où il y a toutes les ressources. Donc ça, c'est plus pour les développeurs. Canal YouTube, c'est plus pour les développeurs aussi. Il y a une vidéo qui est faite de manière régulière. Mais le point d'entrée, c'est pnp.github.io. Donc on va y aller juste après. Là, c'est pour vous montrer la communauté YouTube. Donc il y a 15 000 abonnés. C'est surtout pour les développeurs. Donc même si vous bossez avec des développeurs et qu'ils ne connaissent pas, je pense qu'il faut se mettre à jour. Donc voilà pour le YouTube. Donc sans plus attendre, un aperçu de ce que vous pouvez avoir. Donc je vais aller sur le site pnp.github.io, vous montrer la partie modèle d'intranet, et on va pouvoir l'installer rapidement. Puis ensuite des webparts qui ont été développés par des développeurs qui sont à disposition, que vous pourrez remettre sur votre environnement Microsoft 365. Alors potentiellement avec l'aide d'un administrateur ou d'un prestataire, parce qu'il y a quelques commandes PowerShell à taper. Et après, mise en forme de colonne et de vue. Donc ça, je vais vous montrer. Sachant que moi, j'ai fait des articles de blog là-dessus parce que ça manque un peu de visuel. Donc si j'ai fait 2 articles là-dessus où vraiment vous faites votre shopping de mise en forme. Donc là, si je passe sur mon navigateur, hop. Donc je suis allé sur le site. On ne voit pas, on le voit pas, Jeff, le navigateur. J'ai dû partager qu'un écran. On recommence. Bien partager l'écran numéro 2. Voilà, c'est fait. Donc là, on voit la page github.io. Donc ça explique un peu le but de la communauté, etc. Petite icône qui les représente. Donc il y a un certain nombre de webinaires déjà prévus. Donc c'est plutôt orienté développement là, ou Power Platform. Il y a des webinaires Power Apps là. Si vous descendez, donc il y a des bonnes pratiques qui sont partagées, notamment la Microsoft 365 Community Content. Donc ça, quand je vais dessus, c'est du coup le guide un peu administration de SharePoint, et pas que, et aussi de la Power Platform. Donc par exemple, quand utiliser des colonnes de sites, des types de contenus. Donc ça, c'est des professionnels comme vous et moi, pour tous les consultants qui sont présents, qui mettent à jour ça. Et d'ailleurs, on est invité à contribuer à ces ressources. Il y a des MVP connus et qui en savent beaucoup, qui partagent beaucoup d'infos là-dessus. Donc ça, c'est la partie Microsoft 365 Community Content. SharePoint modernisation, c'est quand on migre depuis on-premise vers Office 365. Il y a pas mal de ressources. La chaîne YouTube, je vous ai dit tout à l'heure. Les t-shirts, c'est vraiment où vous en êtes fan. Vous pouvez en acheter. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être là dans Sample and Solution, le lookbook. Donc si j'ouvre ça, ça va vous donner plein d'idées de ce qu'on peut faire avec des intranets SharePoint. Le lien pour les développeurs, je partagerai tout ça, il n'y a pas de souci. Hop, donc SharePoint Lookbook, là on voit plein de ressources.
Donc ça, c'est la beauté de la moderne UI. Donc on voit des exemples. Et là, en bas, du coup, vous avez un certain nombre d'exemples. Donc imaginons vous souhaitiez mettre à disposition un portail qui parle du confinement, etc. Eh bien, on peut le créer tout de suite. Donc on va prendre quelque chose où il y a un certain nombre de news. Voilà, là, Crisis Communication, par exemple. On peut voir qu'il y a des choses plus orientées news, hein, pour une page d'accueil d'intranet, par exemple. Ça peut très bien convenir. Donc je clique dessus. Et là, il va me décrire qu'est-ce qu'il y a dans cet intranet. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire en clic-clic, hein, sur SharePoint Online. Il faut un petit peu connaître les composants. Là, ça va vous le mettre pour vous en quelques secondes. Donc, je fais ajouter à mon tenant. Donc là, je suis sur un navigateur où je suis connecté sur un environnement de développement. Donc, je suis normalement déjà connecté. Il va retrouver donc mes identifiants de connexion. Il va me demander le titre du site. Je vais l'appeler Covid-19 démo. Je peux mettre l'adresse directement. Donc, vous voyez qu'on peut directement mettre une adresse. Il va voir si elle est disponible, histoire que ça ne plante pas. Et il va demander est-ce que je veux appliquer le thème de mon Office 65, si jamais vous aviez mis un thème avec une couleur particulière. Donc là, je vais mettre oui et je vais mettre le thème qui a déjà été créé, Provision. Donc là, tous les développeurs, en fait, ils ont mis à dispo des scripts. Ça, c'est vraiment un projet énorme pour créer ça pour vous en quelques secondes. Donc là, ça a commencé, ça envoie un mail quand c'est terminé. Donc plutôt que d'attendre 2-3 minutes, je vais aller sur le site que j'avais créé précédemment et là, tadam, vous avez un site SharePoint avec un hub déjà configuré, du méga menu, les news en haut, les équipes à contacter pour le confinement, des petits liens là à droite. Et d'ailleurs, ça, c'est des composants aussi qui sont supplémentaires que vous n'avez peut-être pas sur vos intranets, qui ont été développés et rajoutés directement sur cet intranet-là. Après, libre à vous de retravailler ça, mais ça fait déjà un bon point de départ pour créer des sites SharePoint. Donc là, il y a le flux Yammer, mais c'est juste une image, donc ce sera à remplacer. Donc voilà pour la partie intranet lookbook, ce que je trouve assez puissant pour installer un intranet très rapidement. Donc il y a différents modèles, je vous invite à les consulter. Donc la deuxième contribution intéressante, c'est tout ce qui est webpart. Plutôt que les développer, il y a tout un catalogue déjà à disposition par les développeurs. Si je reviens sur le navigateur, toujours sur le site PNP, je descends. Donc là, j'ai SharePoint Framework Webpart. Donc en fait, le système pour développer, c'est SharePoint Framework. Et donc là, on a toute une liste de webparts à disposition. Donc la recherche, ça ne marche pas très bien. Faites pas la recherche ici, elle est plutôt sur All. Donc imaginons que je cherche une webpart pour faire tourner des news sur mon intranet. En général, ça s'appelle un slideshow. Donc je cherche slideshow sur la page et je trouve donc il y a un petit écho. On peut désactiver le micro, s'il vous plaît. Donc là, je trouve des slideshows à disposition, mis à disposition par les développeurs. J'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai trouvé intéressant ça. Par exemple, pour lister tous les groupes auxquels vous faites partie, vous pouvez mettre ça dans un intranet SharePoint. Donc ça va vous lister tous les teams auxquels vous faites partie, les sites SharePoint que vous avez. Donc ça a été développé et tout le code est mis à disposition. La personne en général explique comment déployer. Donc voilà, il faut connaître un peu le PowerShell, mais en 3 commandes, on peut le déployer assez facilement. Il faut savoir que c'est du communautaire, donc s'il y a des bugs, eh bien, il n'y a pas de support derrière, hein. C'est à vos développeurs de les retravailler si jamais il y en a. Il y a des choses vraiment bien abouties. Un autre exemple là, c'est un slideshow donc, de news. Donc là, pareil, ça a été mis en place grâce à des développeurs. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est SharePoint Framework Extension. Donc ça, c'est des développements qu'on peut faire qui se mettent sous la barre de navigation ou en bas, mais derrière, et aussi dans les bibliothèques de documents. Donc là, ce qui peut être intéressant à récupérer, il y a l'installation de Google Analytics, si vous voulez mettre des statistiques plus poussées sur les visites SharePoint. Donc là, si je vais dans All aussi, que je recherche Google, donc il y a une contribution pour directement rendre compatible votre site avec Google Analytics. Sinon, j'en avais noté un autre, c'était, donc voilà, celui-là, c'est Google Analytics. On voit sur la gauche que les visites de mon site SharePoint sont répertoriées sur Google Analytics suite à l'installation de ça. Et un autre, c'est, en fait, on va pouvoir ajouter des boutons en haut sur les espaces documentaires SharePoint. Donc là, par exemple, il y a le bouton Send Mail qui a été rajouté. Si vous voulez envoyer un document par email, donc en mettant juste le lien, ça va envoyer un lien
à cette personne. Ça évite de le faire à la main. Voilà, vous pouvez demander à votre administrateur ou votre développeur de mettre ça en place s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Et donc, troisième partie de l'introduction, c'est du coup la mise en forme de colonnes et de vues. Donc, c'est aussi disponible sur le site PNP. Donc, je reviens sur pnpgithub.io. Mais il y a très peu de visuels. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait un article de blog là-dessus. Si on descend, ça va se trouver ici. Column and View Formatting. Donc, si vous tapez sur Google Jeff Angama View Formatting ou Jeff Angama Column Formatting, là, vous allez vraiment retrouver tous les visuels. Je le mets à jour de temps en temps selon les contributions. Donc, ça va permettre quoi? Par exemple, vous avez une niche SharePoint qui est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, là, je vais zoomer. Classique avec des colonnes. Et vous pouvez la transformer comme ça, comme si quelqu'un avait codé derrière pour faire du design. Donc là, il y a c'est du code en fait JSON à copier-coller. C'est assez facile à mettre en place. Donc là, par exemple, c'est un bulletin d'information. Si je descends, une liste de contacts avec une carte Google Maps à côté. Donc en fait, vous regardez l'image qui vous intéresse, la mise en forme qui vous intéresse, et après vous cliquez dessus. Vous retrouvez la contribution du développeur, vous cliquez là sur JSON. Il faut copier tout ce code là, pas trop se poser de questions. Copier tout le code. Et aller sur... alors parfois, il y a des prérequis. Donc Max va vous faire une démo par la suite, comment mettre en place ce type de choses pour annoncer les nouveaux anniversaires. Et là, si je vous montre le deuxième article, colonne formatting, donc là, c'est pour mettre en forme des colonnes dans un espace SharePoint. Donc pareil, on met de la couleur. Ça d'ailleurs, maintenant, ça se fait en clic-clic en quelques secondes. Vous n'avez plus besoin de code JSON pour le mettre en œuvre. Sinon, le code JSON, ça va être pour faire des choses plus avancées, comme ce qu'on peut voir ici. Notamment quand on déclenche un flow en clic, donc un Power Automate qui va déclencher un processus métier. Et bien, on peut mettre un bouton grâce à ça, quoi. Voilà, il y a l'exemple ici. Imaginons que vous ayez fait une demande de congé, vous cliquez sur demander le congé, c'est ce genre de bouton qu'il faut mettre en place. Donc sans plus attendre les démos de Max, je te laisse la main. Merci Jeff, je partage mon écran. Donc on va rentrer un petit peu plus peut-être dans quelques démos, peut-être un peu plus pour les développeurs, mais pas trop non plus, sur comment déployer quelques briques d'un intranet avec PNP et comment on va utiliser tout ça. Mais avant de se projeter, juste on va s'imaginer qu'on est une société dans laquelle on veut mettre ce portail en place. On veut mettre à dispo de nos employés plein d'informations. On voudrait par exemple les guider sur la page d'accueil parce qu'il y a plein de nouveautés et savoir quoi utiliser quand, à quoi ça correspond peut-être cet espace de news. On voudrait afficher des anniversaires en page d'accueil. On veut par exemple afficher certains types de documents et plein d'autres choses. Donc on va voir un peu comment mettre ça en place. Prenons l'exemple de cette petite webpart fort sympathique qui s'appelle SPFX Tour Sample Webpart. Alors qu'est-ce que c'est? Si je clique dessus et que j'ouvre le bon navigateur, hop, l'exemple de cette webpart, en fait, ça fait une démo de notre site. Donc si je reprends le site de tout à l'heure que Jeff vous a montré, en fait ici, là, j'ajoute la petite webpart dans votre tenant. Pour ajouter l'application, en fait, au niveau de GitHub, vous récupérez le package de l'application, vous l'ajoutez dans votre catalogue d'applications au niveau de SharePoint, donc de l'administration SharePoint. Pour ça, il faut un prérequis d'être administrateur de la ferme ou au moins d'avoir les droits d'ajouter des applications, puis d'ajouter une application sur votre site. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, ça fait une petite démo de voilà, cet encart-là de page, vous pouvez voir un slide de news, puis à droite, vous avez la possibilité de configurer le texte que vous allez mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai dit, voilà, cette zone-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un compteur pour le prochain projet. Ça, c'est une demande de télétravail, etc., etc. Donc, si on veut changer le texte, parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit souci, comment ça marche? Cette webpart, comment elle est configurée? Donc, si je viens éditer la webpart, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'éditer des composants dans la moderne interface de SharePoint.
si ça veut bien. Voilà. Donc ici, je vais configurer les étapes de navigation. Donc en fait, l'outil va scanner tous les composants de ma page et je vais dire, eh ben, par exemple, cette zone-là, je veux lui afficher tel ou tel texte. Et là, eh ben, on peut changer du texte, rajouter ce qu'on veut. Voilà. On ajoute ce qu'on veut, on sauvegarde, et puis l'information est mise à jour. Et quand les nouveaux utilisateurs vont arriver, ça va leur permettre d'être guidés au sein du site, quoi. Je trouve ça super pratique, cette petite web part, et elle est à dispo directement ici, là. Et ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est qu'il y a une petite explication sur qu'est-ce qu'il faut pour le mettre en place. Donc, il faut dupliquer les repositories pour les gens qui connaissent GitHub. Il faut lancer ces commandes-là pour, en gros, packager la solution, la compiler, la packager. Ça nous génère un fichier spp.packaging qu'on va déployer dans l'app catalogue. Et ensuite, on va pouvoir l'ajouter sur son site et puis ajouter dans la web part sur la page, quoi, en ajoutant directement le petit composant, en faisant un petit plus. Là, si je voudrais ajouter un nouveau composant, si, comme ça. Ici, on voit tous les composants disponibles qu'on peut ouvrir en grand. Et là, je vois directement, ou sinon, je peux taper directement le nom. Je crois que c'est tout. Je peux rajouter une deuxième zone. Donc ça, c'était pour la partie SPFX Web Partour. Ensuite, un autre exemple, c'est l'application pour mettre en place. Ben, ça, c'est juste une liste SharePoint qui a un petit affichage custom pour afficher un peu quelque chose d'un peu plus sexy, on va dire. Donc, comment ça fonctionne? On va sur le GitHub, on voit l'exemple. Donc là, il y a un petit exemple, une petite intro. Et là, il y a une petite explication sur comment ça doit être mis en place. Donc, on a besoin d'une liste qui contient ces différentes informations-là. Et une petite colonne calculée qui va devoir avoir cette formule-là. Donc si je veux créer ça à la main, comment je fais? Ben, je retourne sur mon site. Là, hop, je vais dans le contenu de mon site, je vais faire ajouter une nouvelle application. Je vais créer une liste que je vais appeler Annie. Hop, voilà. Donc là, ça va être une liste vierge qui contient juste un titre. Donc là, je vais... De quoi j'ai besoin? Donc j'ai besoin d'un job title. Hop, elle est déjà prête. De type ligne de texte. Enregistrer. Donc ça, à la main, on définit toutes ces colonnes-là. Une fois que toutes les colonnes ont été définies, on va pouvoir ajouter le nom d'une personne. Donc par exemple Jeff, etc. Mais si on a la flemme de faire tout ça, on peut écrire un peu de code en utilisant les librairies PNP. Et donc, ne prenez pas peur, c'est pas grand-chose. On va utiliser un peu de PNP pour dire, voilà, je veux me connecter. Donc ça, c'est du PowerShell. Je me connecte au site en question avec les crédentials. Donc ça, c'est défini dans mon store Windows sur mon ordinateur. Donc je me connecte au PNP pour éviter d'avoir à ressaisir les informations de mon login et mon mot de passe. Sur quel est le nom de ma liste? Donc si je veux l'appeler anniversaire, je l'appelle anniversaire. L'URL, elle s'appellera Anniv, ou sinon je vais l'appeler anniversaire, comme ça. Ça, c'est la petite commande qui va créer la liste, donc ce que j'ai fait tout à l'heure. Et puis ça va créer les vues, les colonnes au niveau de ma liste. Donc pour telle liste, je vais créer une colonne de ce type-là qui va avoir telle valeur. Donc là, en quelques clics, ça va se créer tout seul. Et puis en dessous, là, j'ajoute directement les valeurs à l'intérieur. Donc ça, c'est super pratique. Je clique là-dessus, effet démo ou pas effet démo, on va voir ça. Est-ce que ça marche du premier coup? Donc là, ça crée ça ajoute chaque colonne sur mon site. Ça a presque bien marché, on a un peu de rouge. On va voir sur le site ce qui s'est passé. Si je vais dans le contenu du site, donc normalement je devrais avoir une nouvelle liste qui s'appelle anniversaire, voilà, qui contient un élément. Ça a ajouté que Jeff, ça n'a pas voulu m'ajouter moi. Si je retourne sur mon script et j'essaie de réexécuter ça, il faut que je me connecte d'abord. Hop. Et j'exécute ça. Donc là, ça m'a bien ajouté. Je rafraîchis la page.
Bim, ça m'a bien ajouté toutes les informations. Si je mets une image, etc., on pourra avoir l'image qui va bien. Donc, une fois que ça c'est fait, pour avoir l'affichage un peu customisé, comment on fait? Donc, là, on va faire mettre en forme la vue actuelle. Ici, on a des styles un peu par défaut. Donc, on peut faire une alternance de couleurs pour chaque ligne. Mais si on veut vraiment passer en mode avancé et mettre l'affichage qui va bien, donc on récupère ce qu'il y avait sur le GitHub là-dedans. On récupère la totalité de ce code. Je viens sur mon site, je colle ça, et là on devrait avoir l'aperçu directement à gauche des différentes informations. Je rafraîchis ma page. Est-ce que ça fonctionne? C'est l'effet démo, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Mais voilà, voilà le principe. Le résultat final, c'est qu'on obtient une liste d'anniversaires qui ressemble à ça directement. Et ça, cette petite liste-là, donc ça pourrait dire, OK, les prochains anniversaires des personnes de la société pour savoir à qui c'est qu'on va fêter l'anniversaire ou si on veut qu'une personne ou non paye ses croissants le jour de son anniversaire, ben on met ça sur sa page d'accueil de son site et puis on voit les prochains anniversaires des différentes personnes. C'est pas le vrai anniversaire. Ouais, non, c'est pas bientôt. Non. Donc ça, c'était la partie petite solution custom. Donc tout à l'heure, là dans le code, je sais pas si vous avez vu, pour se connecter, normalement, on a besoin de saisir son mail et son mot de passe pour s'authentifier. Mais là, j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'avais déjà enregistré ces informations sur mon ordi en allant dans le gestionnaire d'identification et en rajoutant en fait le nom MISDFJF en bas, le bon login, le bon mot de passe. Comme ça, j'ai pas besoin de le ressaisir à chaque fois. C'est la petite astuce. Un autre petit exemple de mise en forme un peu conditionnelle, c'est donc là, il y a des colonnes qui sont mises en forme. Donc là, par exemple, c'est un exemple de site pour de la revue de qualité sur des documents. Donc on doit valider des documents, rajouter des choses, consolider de l'information. Et là, derrière ça, il y a un petit flow sous Power Automate qui va permettre de consolider un peu tous les commentaires qui ont été mis sur le document et générer un autre document quelque part. Pour ça, pour éviter en fait d'aller dans le site, sélectionner la ligne, cliquer dans le menu, exécuter le flux, trouver le bon flux du bon nom qui correspond à ce qu'on veut. En fait, on peut créer une colonne de type texte vierge dans laquelle on va ajouter en fait cette ligne-là. Et ça va nous faire, donc là, on voit sur la dernière ligne qui a écrit consolidé avec un petit icône. Donc, si vous voulez remettre ça en place, là, il y a le lien du site sur lequel il y a la contribution. Donc, voilà un exemple. Donc là, ça permet d'exécuter un flow directement au niveau de la ligne d'une liste, quoi. Tout simplement. Ça évite d'aller sur le site, sélectionner la ligne et puis de passer par plusieurs clics afin d'arriver à la même chose. Et c'est puis un petit peu plus visuel, quoi. Donc ça, c'est dispo. On voit le JSON à quoi il correspond. On va dire, la petite subtilité, c'est qu'il faut récupérer l'ID ici du flow correspondant, par exemple, au flow stage, au flow développement. Donc il y a juste cette petite particularité là qu'il faut changer, mais après, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tout ça, pareil, c'est toujours sur la communauté GitHub de PNP, dans laquelle ici on a plein d'exemples différents, quoi. Donc si je reviens dans ma présentation, maintenant que j'ai mis mon site en place et que j'ai mis quelques petites web parts sympas que je trouvais sympas, j'aimerais customiser le site, rajouter un thème particulier. Donc pour ça, on va générer le thème. Donc comment on génère le thème? Pour générer ce thème-là, on va aller sur un site qui s'appelle sur ce site-là. Donc là, on va mettre différents types de codes couleurs et ça va on va pouvoir voir à quoi va ressembler notre site en fait. Donc là, c'est les différents types de couleurs qui pourrait y avoir. Donc là, si je change ça et que je fais ça, et que je veux exporter ce thème-là, donc je vais faire exporter. Sous quel format je le veux, soit un bout de code intégré dans son code, soit du JSON, soit directement dans du PowerShell. Donc ça m'intéresse pour l'exécuter dans mon code. Donc je récupère ça, je le copie, je viens dans mon script PowerShell qui va bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est presque la même commande que tout à l'heure. Donc là, je ne me connecte pas à un site en faisant SP Online, mais je me connecte au service
de l'administration SharePoint, donc il faut avoir accès à l'admin SharePoint. Donc je me connecte là-dessus en faisant ça. Donc là par contre, je vais être obligé de taper les mots de passe. Je suis invité à taper le mot de passe. Hop, je tape le mot de passe. Donc là, je me suis connecté. Ensuite, je déclare ça, le petit thème qui va bien, qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Je lui donne le nom que j'ai envie et je vais l'ajouter dans mon site. Donc avant de l'ajouter, je vous montre qu'il n'est pas sur le site, présent sur le site. Donc si je retourne sur mon site, ici je vais sur la page d'accueil. Je publie une modification de tout à l'heure. Hop. Donc si on veut modifier l'apparence pour changer les couleurs du site, donc on va faire hop, modifier l'apparence au niveau du thème. Donc là, c'est les thèmes par défaut. Ça, c'est un thème qu'on avait déjà rajouté. Mais si je veux rajouter le thème, on va dire, un peu plus clair, j'exécute ça. Et ça va ajouter mon thème qui va bien. Je me déconnecte du service. Je reviens ici, je rafraîchis ma page. Et donc, normalement, si j'y retourne, je devrais avoir un nouveau thème clair, pardon, que j'ai appelé, dans mon code, je l'ai appelé comme ça, intranet Y. Apparence, thème. Et voilà. Donc là, j'ai mon thème un peu plus clair. Ça, c'est la version sombre, la version claire, que je peux appliquer directement. Voilà. Si je veux la version sombre. Voilà à quoi ça correspond. Donc, si je reviens sur mes slides, donc ça, c'est comment appliquer rapidement un thème aux couleurs de l'entreprise. Et un peu plus loin pour les développeurs, donc il y a plein d'exemples, il y a pas mal d'exemples qui ont été faits pour développer du SPFX. Et donc, on peut récupérer tout le code source et après customiser un peu les solutions. Donc, si je vais sur cette solution bien particulière là, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire du lead management. Donc, elle ressemble à ça, l'application. Comment ça s'installe? Donc là, il y a quelques lignes qui expliquent. Donc voilà, on va récupérer le package dans le dossier SharePoint Solutions. On le déploie sur notre app catalogue. Et ensuite, on vient sur notre site SharePoint et puis on le rajoute. J'ai déjà déployé, mais normalement, vous allez récupérer ça ici. Vous récupérez le package. Vous allez sur l'app catalogue. S'il y a besoin quand on vous montre après l'app catalogue, comment faire pour ajouter ce genre de choses, je vous montre ça. Donc je vais remettre le thème clair parce que celui-là, il n'est pas terrible. Et ça, Max, c'est une sorte de mini CRM, quoi, Dynamics, où on voit des opportunités sur le tableau de bord, c'est ça? C'est ça. C'est une application pour voir un peu des sortes de leads, quoi. Donc on ajoute l'application et ensuite on peut ajouter ici sur le site. Donc l'application elle a été ajoutée dans l'app catalogue. Donc, je peux vous montrer si vous voulez. L'admin SharePoint dans le site app catalogue. Je me souviens plus de son URL donc je vais le récupérer dans l'admin de SharePoint. Dans l'admin de SharePoint, on voit les différents sites. Je sais qu'il s'appelle app quelque chose. Voilà, il est là. Et ici, je viens ajouter dans mes apps pour SharePoint. Je prends le package que j'ai récupéré, je le glisse là-dedans et je le déploie, tout simplement. Ensuite, je viens sur mon site, je viens dans le contenu du site, je viens ajouter une nouvelle application. Donc l'application maintenant, elle est disponible ici au niveau de l'organisation. Je l'ai déjà ajouté. Ah non, c'est pas celle-là. C'est l'application de l'heure du tour, donc je l'avais déjà ajouté. Mais pour ajouter, l'application Leads, il faut ajouter en fait, venir créer une page de type application dans laquelle il y a mon Leads qui va apparaître. Donc je l'ai déjà ajouté. Elle est ici. Donc l'appli ressemble à ça en fait. Donc ça c'est des données fake sur laquelle on va pouvoir filtrer, interagir. Et ce code qui a été utilisé pour développer cette application peut être intégré du coup dans l'intranet
mais il peut aussi très bien être ajouté dans votre application dans Teams, donc en tant qu'application dans un onglet, ou directement en tant qu'appli personnel. Pour ça, pour ajouter l'application ici, comment ça fonctionne? Il faut passer par l'App Studio. Et ici, dans l'App Studio, vous allez pouvoir créer une nouvelle application ou voir l'application existante. Et du coup, passer par les différentes étapes pour dire quel nom je veux, générer directement l'app ID. Est-ce que je veux la mettre dispo dans un onglet table ou pour qu'elle soit personnelle? Puis après, je vais la déployer. En cliquant sur déployer, ça va être dispo ici dans votre catalogue d'applications. Et ensuite, l'appli sera disponible ici. Ça peut être contextuel, du coup, en fonction de qui est connecté, voire différents types d'informations, quoi. Donc voilà, ça, c'est les infos qui sont mises à disposition via ça. C'est vraiment le portail github.io sur lequel vous allez pouvoir switcher sur le lookbook, les exemples de formatage de liste ou les exemples de solutions, en fait, directement. Et vos développeurs pourront s'en inspirer grandement. Voilà, je laisse la main à Jeff. J'espère avoir été clair et ne pas vous avoir tous perdu par cette heure tardive. À toi, Jeff. Hop, j'active le micro. Merci Max. Est-ce qu'on a des petites questions? Non, pour le moment, ça va. Donc voilà, j'espère qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc pour la prochaine partie, il sera plus orienté. Oui. Oui, j'en aurai après, c'est Fred là, qui reprend la main. Parce qu'effectivement, dans tout ce qui est Power Automate, on en parlera peut-être plus tard, mais il faudrait peut-être qu'on bosse ensemble sur des connexions avec Excel parce que aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est macro VBA, on essaie de l'abandonner pour dire les choses clairement et on passe sur du JavaScript. Je pense que ça, vous le savez déjà. Et on a déjà vu des sessions, des démos où justement on peut plugger un code JavaScript d'Excel avec Power Automate. D'accord. Il suffit juste de l'appeler. Je n'ai pas votre niveau de développement, les gars, je le dis honnêtement. Donc, forcément, pour moi, c'est presque une couche d'Excel que je ne peux pas maîtriser. Mais peut-être que si on s'y met, si on fait des sessions à plusieurs, ça peut être intéressant. Et carrément, avec plaisir. J'ai vu une démo, enfin, pour vous dire les choses clairement, c'est en passant par des conversations de Teams qui étaient récupérées justement dans Excel à partir d'un Power Automate et d'un JavaScript. On était bluffés, mais c'est techniquement possible. Encore une fois, je me répète, c'est un petit peu trop haut pour moi. Mais bon, on pourrait le voir. Vous me l'apprenez, je ne savais pas que trop dans Excel on pouvait faire ça, donc on va compléter tout ça. Voilà. C'est le but aussi, quoi. Parfait, merci. Bon, je vous laisse continuer. Ça marche. La prochaine partie, du coup, c'est plus orienté administrateur Office 65. Donc, c'est une contribution de PNP aussi qui, normalement, dans PowerShell, quand on code, on peut faire facilement 60 lignes de code. Et ils ont minimisé beaucoup de choses. En 3 lignes, je peux créer des sites SharePoint, des listes, mettre des permissions. Donc, c'est pour vous montrer un peu les possibilités, encore une fois, sans trop aller dans le détail. Donc, les objectifs d'utilisation de PNP PowerShell. Par exemple, chez nous, on est un peu en hybride chez Monaco Digital. On a du SharePoint 2019 on-premise, du coup, pour avoir les documents chez nous. Et on utilise du Teams, du Flow, etc. dans la partie cloud. Et du coup, tout ce qui est espace projet, on les garde sur SharePoint 2019. Et du coup, dès que la personne dans l'entreprise a besoin d'un espace projet, on lui crée un Teams, un espace projet dans SharePoint 2019. Et pour ça, on utilise du PowerShell PNP afin d'instancier le site avec un OneNote, une bibliothèque, un thème. Et au lieu de passer 40 minutes comme on le faisait avant à créer le site à chaque fois, maintenant, on approuve juste la demande et on le crée directement. Donc voilà un des objectifs, le premier. Après, par exemple, si on veut réappliquer la liste de l'anniversaire qu'a présenté Max, si on veut la mettre sur un autre environnement 65 ou sur un autre site, on va pouvoir copier des listes comme ça. Et enfin, pour les développeurs, si on travaille sur un environnement de développement, de qualification et de production, eh bien, quand on crée ces listes, etc., et ces environnements SharePoint, au lieu de les créer à la main, pareil, on va pouvoir les scripter. Et c'est ça qu'on va voir par la suite. Donc, comment ça marche en général? On a une commande qui permet de récupérer le modèle du site, donc qui va regarder comment est configuré le site. Donc, imaginons là tout ce qu'a fait Max sur le site intranet. Ça va sortir un fichier XML qui contient la liste des listes existantes du site, le thème, les permissions, les colonnes. Du coup, ça va sortir un modèle en fichier XML.
Et après, on utilise la commande apply PNP provisioning template pour appliquer ce modèle de site sur un autre site. Alors, je ne vous cache pas qu'avec certaines choses, des fois, qui ne marchent pas dedans, il faut un peu trifouiller le XML, mais pour 90% des scénarios, ça marche très bien. Donc ça, je ne ferai pas de démo, c'est un peu trop technique. Donc pour la suite, pour les développeurs, quand on crée des solutions, pareil, on peut configurer directement en script la création des types de contenus, des listes et des colonnes. Donc en quelques lignes, on peut directement initier, comme l'a fait Max tout à l'heure, la liste des anniversaires. Et du coup, ça permet aussi de réutiliser pour un futur client les mêmes scripts et on évite les erreurs. Donc une petite notion, c'est que quand on crée des colonnes de type date, ça crée toujours des colonnes de type date avec l'heure. Donc là, il faut faire un petit contournement avec un peu de script XML, comme à l'ancienne, pour dire je veux un champ de type date sans heure. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi que cette communauté n'a pas prévu tous les cas. Il faut combler un petit peu les trous dans la requête, mais ça aide beaucoup les équipes de développement à mettre en place des choses. Donc une démo avant la conclusion, ça va être de... Je vais aller voir la liste qu'a créé Max tout à l'heure. Donc c'était sur l'intranet ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter et on va la déplacer vers un autre site. Donc il y a des solutions d'ailleurs qui existent pour migrer du contenu, mais qui peuvent être coûteuses, type ShareGate, AskPoint, etc. Mais quand on veut juste migrer une petite liste comme ça, plutôt que les recréer à la main, surtout quand on a une liste avec beaucoup d'informations, on va peut-être utiliser ce type de script. Donc si je vais sur la liste anniversaire, je la retrouve dans le site ici, birthday. Donc là, je clique dessus, on la voit. J'ouvre mon script. Donc pour utiliser PNP PowerShell, il faut d'abord l'installer. Donc je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de PowerShell dans la salle. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc sur votre poste, vous lancez PowerShell. Même si vous n'êtes pas du tout habitué à PowerShell, vous pourrez essayer. Vous installez PNP PowerShell en tapant la première commande que j'ai montrée au-dessus, là, install module SharePoint PNP PowerShell Online. Ça va faire une fois juste pour disposer des commandes. Après, on se connecte au site intranet à la liste birthday. Ça marche, Laurent. À la liste birthday et on l'exporte en XML. Donc, on va déjà lancer cette première partie-là. Alors, je vais essayer de faire comme Max. Je découvre qu'on peut faire ça dans Visual Studio. Code. Je suis peut-être pas très habitué. Ça va pas marcher. Ou peut-être ça a marché. Si, voilà, c'est arrivé. Donc là, moi, il me demande mes identifiants. Je vais les taper. Donc ça me connecte au site intranet. Donc là, je suis simplement connecté. Cette deuxième partie, ça va sauvegarder. Donc ça va faire get PNP provisioning template. Normalement, ça, on peut récupérer tout le site. Mais là, moi, je veux juste une liste qui est la liste birthday. Donc comme ça, l'XML, il sera tout petit et il n'y aura pas beaucoup de code dedans. Il n'y aura que la liste et pas tout le site. Donc j'exécute ce code-là. Hop, là, il va lire le site et le contenu de la liste. Et il va me sortir toutes les colonnes, etc. en XML. Si j'ouvre l'XML à côté, ça donne quelque chose comme ça, de pas très compréhensible. Où dedans, on peut voir qui référence un certain nombre de choses, telles que le thème appliqué, le type de site et la liste que je vais spécifier. Donc là, la liste anniversaire, avec les différentes colonnes dedans, les différents types de contenus, les différentes vues aussi. Donc ça, en général, je n'ai pas à le toucher, sauf quand ça ne marche pas. Je laisse la chose se générer. Le fichier existe déjà, voulez-vous l'écraser? On va dire non. Et après, la dernière partie, j'applique la liste anniversaire sur le site Covid. Donc pareil, je vous montre qu'il n'existait pas auparavant. Si je vais sur le site que j'ai créé tout à l'heure. Donc on peut imaginer tout type de liste ou d'espace documentaire pour lesquels vous aurez créé beaucoup de vues et que vous n'avez pas envie de recréer à la main. Donc là, je suis sur le site Covid, il n'y a pas la liste anniversaire. Je vais exécuter la partie qui l'importe. Donc pareil, c'est 3 lignes. Ceux qui développaient en PowerShell avant PNP, ils savent comme moi qu'il faut plutôt 200 lignes pour faire, j'abuse un peu, mais 52 lignes pour faire ce qu'on va faire là.
Là, ça l'applique. À 5 sur le site. Normalement, la liste birthday est créée. Il crée les colonnes, les vues, etc. Donc là, moi, j'ai enlevé la colonne calculée qui faisait partie de cette liste parce qu'il y avait un bug. Donc, il faudrait que je trouve pourquoi. Il y a peut-être un souci de langue. D'où la petite commande, là, d'où la petite erreur à la fin. Donc là, on a la liste birthday qui a bien été créée avec les différents champs qui étaient configurés par Max précédemment. Donc là, gain de temps, 10-15 minutes, je pense, puisque si on devait le refaire à la main, ça aurait pris un peu plus de temps. J'espère qu'on ne vous a pas perdu, pas trop de questions, ou bien c'est que c'est clair, ou que c'est pour la suite peut-être. Donc après la conclusion, on va passer aux questions. Donc en conclusion, on a un certain nombre de choses qui sont sur étagère. Lorsque vous avez un besoin pour vos clients ou vous-même en tant qu'utilisateur métier, je vous invite à consulter le catalogue d'applications. Des fois, ça colle à 80% à votre besoin et ça évite peut-être un développement de 15 jours. On peut utiliser directement une application existante. Pour les développeurs administrateurs, eh bien, on peut se tenir à jour via le canal YouTube ou Twitter et ne pas hésiter à contribuer à PNP. Donc, il y a soit même des documentations d'utilisation de bonnes pratiques ou on peut proposer ces composants qu'on a développés en tant que développeur. Du coup, s'il faut retenir quelques liens, c'est ce lien-là, pnp.github.io, où il y a tout dedans. Et comme dirait VESA, un programme manager de chez Microsoft, sharing is caring. Et en plus, quand on partage, on apprend des choses, donc c'est parfait. Donc des liens utiles ici, donc le thème, comment Max l'a généré, etc. Il y a une application aussi dans Chrome qui peut être ajoutée par les développeurs, qui remplace un peu SharePoint Designer pour éditer tout ce qui est fichier JavaScript. Donc ça, quand on code un petit peu dans le navigateur, c'est très pratique. On peut exécuter des commandes. Oui. Surtout si vous êtes sur du on-premise, SP Chrome Editor est super utile. Pas tout le monde là-dessus. Voilà. Et les commandes qu'on a pu voir de PNP peuvent être aussi exécutées directement dedans. Les commandes PNP de type JavaScript. Donc, une petite citation, comme disait l'ingénieur dans les débuts des années 1900, work smarter, not harder. Donc avec toutes ces petites ressources, on peut aller plus vite. Question, je regarde un peu le chat. Pour bien comprendre, faut-il une notion en JavaScript ou pour apps? Oui, majoritairement, la plupart des contributions, oui, mais comme je vous l'ai montré au début, il y a des choses qui peuvent être appliquées. Par exemple, le JSON, moi, en tant que développeur, je ne connaissais pas trop, et c'est un peu comme du XML. Enfin, ça aide d'avoir un background de développeur, mais il y a des choses où on peut juste copier-coller et croiser les doigts, quoi. Notamment pour les formatages de colonnes. Ouais, on n'est pas obligé d'être développeur. Après, s'il y a quelque chose à apprendre, je conseillerais plus le TypeScript plus que le JavaScript, ce qui est un peu plus utile. Mais pas forcément d'être développeur. Il faut être un power user, quoi. D'où son nom. En apprenant un peu le JSON, par exemple, vous pouvez vous dépatouiller pour installer ces différentes affichages pour les listes et les SharePoint. Et en général, c'est même pas le JSON qui conditionne l'affichage, c'est plutôt configurer SharePoint. Donc, il faut un petit peu de connaissance à SharePoint pour créer des listes et des colonnes. Après, pour Power Apps, je vais peut-être vulgariser un peu, mais on va dire que c'est pas du code JavaScript qu'on va utiliser, mais c'est plus des formules comme dans Excel, en fait, pour la partie Power Application. Et pour Power Automate, c'est en gros, on fait du cliquer-glisser de box, de boîte, et après, c'est d'appels de web service. Donc, on n'a pas besoin d'être développeur, mais il faut savoir quel service appeler, comment récupérer l'information, peut-être. Donc, avoir un peu des notions, voilà, c'est ces notions-là, quoi. Il y a la SNCF qui ont formé des utilisateurs métiers à Power Automate et Power Apps. Je serais curieux d'avoir des retours d'expérience, mais un certain nombre de personnes apparemment a pu créer des applications et après, avec l'aide de l'IT, finaliser peut-être l'application, quoi. Ouais, le gros message que je passe sur la Power Platform, c'est que c'est des produits qui sont accessibles à tout le monde, on est bien d'accord. Et là-dessus, la session d'avant sur Excel est intéressante parce qu'en fait, c'est exactement comme Excel à mon avis. Tout le monde sait créer des tableaux dans Excel ou a au moins fait. La plupart ont su créer des formules. Par contre, il y a très peu de gens qui ont fait des macros. Et c'est pareil avec la Power Platform, pour faire des trucs avancés,
il y aura forcément des choses où vous aurez besoin d'être un vrai développeur. Ça va vous aider. On va dire, soit vous avez l'esprit tourné pour ça et pour aller dans des choses un peu techniques, soit ça va vous faire gagner énormément de temps. Mais c'est effectivement des super outils parce qu'on peut commencer, on va dire, à un certain niveau à faire des choses, plein de choses sans aucune programmation. Mais après, c'est vrai, Patrick, il y a des bonnes pratiques de déploiement, notamment des environnements de test, de production. Quand on a l'application en prod et qu'elle n'a pas été vraiment testée dans les bonnes conditions, comme on fait dans un projet informatique, c'est là qu'on a des surprises de bugs par la suite et l'utilisateur métier se retrouve un peu au milieu de tout ça. Tout à fait. C'est pour ça que les métiers doivent se faire aider à un moment ou à un autre par l'IT. Il faut qu'ils parlent ensemble, c'est ça le plus dur de mon expérience. Ouais. C'est bien peut-être pour maqueter au début, ouais. pour un métier, pour le maqueter, mais oui, après le mettre en prod, c'est une autre histoire. Après alors je ne sais pas ce qui est exactement mis en place à SNCF, mais j'ai vu dans d'autres grosses boîtes, c'est d'avoir un espèce de lab, un espèce de soutien en fait de l'IT. Donc les gens des métiers peuvent à tout moment demander en fait de l'aide aux IT aux gens de la DSI, on va dire au sens large, à une cellule de la DSI pour se faire aider soit sur la conception complète, soit sur des points particuliers de leur Power Apps, disons, pour que au final on arrive à quelque chose de qualité entre guillemets professionnelle, quoi. Donc c'est vraiment cette interaction entre les métiers et la DSI qui va donner vraiment les meilleurs résultats. Parfait. Pas d'autres questions, je crois. Une petite dernière avant d'aller manger ou à l'apéro, je sais pas. Voilà. Non, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. C'était super intéressant et très didactique. Bravo Jeff, bravo Max. Et puis à bientôt pour une prochaine Merci à émission. tous d'être restés jusqu'au bout et merci à Frédéric. On se recontacte pour la suite, pour le flow, tout ça, là. Avec plaisir.